L'inceste est une blessure profonde qui marque les esprits et les corps, laissant des cicatrices invisibles mais indélébiles. Et si Véronique Olmy n'avait pas totalement raison? Cultination. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet assez sensible et qui n'est pas assez discuté à mon avis. Avant que vous ne me sautiez dessus, rassurez-vous, cette vidéo est juste à titre informatif. On relate juste des faits, on ne normalise rien ou ne défend rien. Ce sujet, bien que délicat, nous aide à comprendre des réalités familiales sous un autre jour. Nous verrons quelques familles bien connues au sein desquelles l'inceste était autorisé. C'est une occasion de découvrir des aspects méconnus et importants de leur vie familiale. On commence bien et fort par les Habsbourg. Les Habsbourg, l'une des familles les plus influentes et dynastiques de l'histoire européenne, ont joué un rôle crucial dans les affaires politiques et royales du continent pendant plusieurs siècles. Leur ascension au pouvoir et leur longévité ont été marquées par des alliances stratégiques, des conquêtes territoriales et une politique matrimoniale complexe. Parmi les aspects moins connus et souvent controversés de leur histoire figure la pratique des mariages incestueux. Ils étaient célèbres pour leurs pratiques matrimoniales complexes, souvent motivées par des considérations politiques plus que par des raisons d'amour ou d'affinité. Pour garantir la continuité de la lignée et préserver les alliances stratégiques, ils ont parfois choisi des mariages entre membres proches de la famille. Ces unions avaient été pour but de maintenir le pouvoir au sein de la famille et de minimiser les risques de dilution de la lignée. Cependant, cette stratégie a conduit à une concentration de gènes et à des problèmes de consanguinité. Les Habsbourg sont particulièrement connus pour leur menton des Habsbourg, une déformation génétique caractéristique due à l'endogamie. Cette particularité physique, un menton proéminent, est devenue un symbole de leur dynastie, mais elle était également le signe de troubles génétiques causés par des mariages répétitifs entre membres de la famille. Les effets de cette endogamie étaient également visibles dans les problèmes de santé mentale et physique. L'un des exemples les plus frappants de cette pratique est l'union de Charles II d'Espagne, dernier Habsbourg espagnol, avec sa sœur Marie-Anne d'Autriche. Charles II, né en 1661, est célèbre pour sa déformation physique et mentale, issue directement des pratiques de consanguinité. Il souffrira de divers problèmes de santé tout au long de sa vie, notamment des troubles mentaux et physiques graves, en partie dus à la consanguinité extrême. Ces maladies comprenaient des problèmes digestifs, des troubles de la croissance et des déformations physiques. Les pratiques incestueuses de cette dynastie ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire européenne. Les conséquences génétiques des mariages consanguins sont devenues un cas d'étude sur les risques de la consanguinité dans les familles royales et aristocratiques. Les problèmes de santé et les crises dynastiques qui ont suivi ont montré les limites de la politique matrimoniale basée sur la préservation du pouvoir familial à tout prix. La fin de la lignée Habsbourg en Espagne et les luttes internes au sein de la famille ont révélé les faiblesses d'une stratégie matrimoniale qui, bien que puissante dans son intention, était également dangereuse pour la santé et la stabilité de la famille. Les pharaons d'Égypte. L'Égypte ancienne, avec ses pyramides majestueuses et ses temples imposants, est l'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire. Cette société complexe était dirigée par le pharaon, considéré non seulement comme un roi, mais aussi comme une divinité vivante. Cette croyance conférait au pharaon une aura divine et un pouvoir quasi surnaturel. Chez eux, l'inceste est loin d'être une simple affaire de préférence personnelle, c'était plutôt profondément ancré dans la religion et la mythologie égyptienne. Les Égyptiens croyaient que le pharaon était un descendant direct des dieux, surtout d'Osiris, le dieu des morts, et d'Isis, la déesse de la magie et de la maternité. En se mariant avec des membres proches de sa propre famille, le pharaon s'assurait que le sang divin restait pur et inchangé, renforçant ainsi son statut de divinité vivante. Ce mariage sacré était considéré comme un acte de préservation de la pureté divine et de continuité de leur logique. L'inceste royal était aussi lié à des rituels religieux. Les unions entre frères et sœurs ou entre père et fille étaient indissouvent vues comme des représentations symboliques de la relation entre les dieux et le cosmos. Par exemple, le mariage entre les dieux Osiris et Isis était un modèle à imiter, destiné à maintenir l'harmonie divine et l'équilibre cosmique. Au-delà de tout ça, cette pratique avait également des implications politiques importantes pour la gestion du pouvoir et des ressources. En limitant les alliances matrimoniales à des membres de la famille royale,
le pharaon minimisait la division des terres et des titres. Cela permettait de maintenir un contrôle fusionné et d'éviter la division du royaume, ce qui pouvait résulter du don de terres ou de pouvoir à des familles extérieures. Parmi ces nombreuses unions, nous pouvions citer Akhenaton et Néfertiti. Akhenaton se marie avec Néfertiti, sa grande épouse royale. Bien que leur relation soit souvent perçue à travers le prisme de l'amour et du pouvoir, elle est aussi marquée par une pratique que nous considérons aujourd'hui comme incestueuse. Les preuves archéologiques et historiques suggèrent que Néfertiti était probablement la demi-sœur d'Akhenaton. En se mariant avec sa demi-sœur, Akhenaton assurait que le sang royal restait pur et que la connexion avec le divin était maintenue intacte. Il y a aussi le célébrissime exemple de Toutankhamon, l'enfant roi. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un grand pharaon en raison de son court règne, il est célèbre grâce à la découverte de sa tombe. Mort à seulement 19 ans, le jeune pharaon souffrait de nombreuses complications et maladies. Parmi elles, on trouve la kyphoscoliose, qui est une déformation de la colonne vertébrale, la maladie de Wilson, due à l'accumulation de cuivre dans le corps, particulièrement dans le cerveau et le foie, la drépanocytose, qui affecte les globules rouges, la peste, le méningiome, qui est une tumeur des méninges, la tuberculose, le syndrome de Marfan, qui touche les yeux, les os, le cœur, les vaisseaux sanguins, les poumons et le système nerveux, et peut-être même l'épilepsie. Des scientifiques ont également suggéré qu'il avait un pied beau, mais les nombreuses sandales trouvées dans sa tombe ne montrent aucune usure inhabituelle. Il semble certain que Toutankhamon avait une constitution fragile, des hanches larges et qu'il avait probablement contracté le paludisme puisque des traces du parasite ont été retrouvées dans sa momie. Des analyses ont révélé que le roi était le résultat d'un inceste. Son ADN montre une forte consanguinité. Son père était le pharaon Akhenaton, mari de la célèbre reine Néfertiti. Cependant, Néfertiti n'était pas sa mère. L'analyse génétique a révélé que sa mère était l'une des 4 sœurs d'Akhenaton. Le père d'Akhenaton, Amenhotep III, avait épousé les 3 premières filles, laissant la dernière, Nébat, à son fils. Cette union serait à l'origine des nombreuses pathologies de Toutankhamon. Enfin, pour perpétuer la tradition, Toutankhamon a épousé sa demi-sœur, Ankhesenpamon. Ce type de mariage était courant en Égypte ancienne, mais ils n'ont pas eu d'enfants survivants. Les archéologues ont trouvé 2 momies d'enfants morts-nés dans la tombe du jeune roi, la famille Fritzl. À 42 ans, une Autrichienne, Elisabeth Fritzl, déclare qu'elle a seule été emprisonnée, violée et physiquement agressée par son père, Joseph Fritzl, pendant 24 ans. En 1984, quand Elisabeth avait 18 ans, son père l'a attirée dans la cave de leur maison en lui disant qu'il avait besoin d'aide pour installer une porte. Là, il l'a droguée enchaînée et enfermée dans une pièce qu'il avait construite secrètement. Cette cave avait plusieurs portes verrouillées, rendant presque impossible toute tentative d'évasion. Le père a dit à sa femme et à la police qu'Elisabeth avait quitté la maison pour rejoindre une secte et qu'elle était partie de son propre chef. Pour rendre son histoire plus crédible, il a même montré une lettre censée être écrite par Elisabeth où elle expliquait son départ. En réalité, Fritzl avait forcé Elisabeth à écrire cette lettre pour justifier son absence et tromper tout le monde sur ce qu'il lui faisait réellement. Pendant les 24 années d'incarcération, le père a abusé sexuellement d'Elisabeth de manière répétée. De ces abus sont nés 7 enfants, dont l'un est mort peu après la naissance. Les autres ont grandi dans des conditions inhumaines. 3 des enfants ont été élevés par Fritzl et sa femme, qui croyaient que ces enfants avaient été abandonnés par Elisabeth. Ils pensaient qu'elle les laissait à la porte de la maison pour qu'ils puissent s'en occuper. Les 3 autres enfants, Kerstin, Stéphane et Félix, ont passé toute leur vie dans la cave, sans jamais voir la lumière du jour ni recevoir une éducation normale. Ils vivaient dans une pièce exiguë et insalubre, avec un accès limité à la nourriture et à l'eau. Il contrôlait chaque aspect de leur vie et les menaçait constamment pour les maintenir sous sa domination. En avril 2008, Kerstin, l'aînée des enfants nés en captivité, est tombée gravement malade. Elisabeth a supplié son père de l'emmener à l'hôpital. Fritzl a finalement accepté et a conduit l'enfant à l'hôpital, prétendant qu'il l'avait trouvée devant sa porte avec une note de sa fille disparue. Les médecins ont trouvé les symptômes de Kerstin étranges et ont informé la police.
La police a alors lancé une enquête et a diffusé un appel public pour retrouver Elizabeth, espérant qu'elle pourrait fournir des informations sur la maladie étrange de Kerstin. Après avoir vu l'appel, Fritzl a permis à Elizabeth de sortir de la cave pour la première fois depuis 24 ans, accompagnée de ses 2 fils, Stéphane et Félix. Elle a été immédiatement emmenée au commissariat où elle a raconté son histoire ahurissante. Joseph Fritzl a été arrêté peu après que l'histoire a été rendue publique. Lors de son procès en mars 2009, il a été accusé de plusieurs crimes, dont séquestration, inceste, viol et esclavage. Au début, il a plaidé non coupable des accusations de meurtre et d'esclavage, mais après le témoignage d'Elizabeth, il a changé son plaidoyer en coupable. Le 19 mars 2009, Fritzl a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est actuellement détenu dans une prison à Kremsstein, en Autriche, où il a été placé dans une cellule spéciale pour les criminels notoires. Le clan Westermark. Le cas du clan Westermark en Finlande est un exemple poignant d'inceste multigénérationnel. Ce clan vivait dans une région rurale reculée de Finlande, une communauté isolée du reste de la société. En vivant à l'écart, ils ont pu maintenir des pratiques familiales et sociales distinctes qui ont perduré sur plusieurs générations. Les membres du clan Westermark étaient principalement des agriculteurs et des pêcheurs. Ils vivaient de manière autonome, dans des conditions modestes et dépendaient peu du monde extérieur. Leur isolement géographique et social a favorisé des mariages et des relations entre membres proches de la famille, y compris entre cousins, frères et sœurs, et parfois même entre parents et enfants. Cette pratique était vue comme régulière et même indispensable pour préserver la cohésion et l'unité de la communauté. La culture de ce clan valorisait la pureté de la lignée familiale et voyait les influences extérieures comme potentiellement corruptrices. Cette mentalité a contribué à la normalisation de l'inceste au sein de la communauté. Les mariages endogames étaient courants car il y avait peu de choix de partenaires en dehors de la famille. La religion jouait un rôle important dans la justification de ces pratiques. Le clan avait une interprétation unique de la foi chrétienne, croyant qu'ils étaient choisis par Dieu et que la consanguinité était un moyen de préserver cette élection divine. Les leaders religieux locaux, souvent eux-mêmes membres de la famille, renforçaient ces croyances à travers leurs enseignements. Les conséquences de l'inceste sur la santé des membres du clan étaient graves. De nombreux enfants présentèrent des malformations congénitales, des retards de développement et divers problèmes de santé génétique. Psychologiquement, les membres du clan souffraient de nombreux troubles en raison de la dynamique incestueuse, avec des abus sexuels et de l'exploitation fréquente, créant un environnement toxique. La découverte de ces pratiques par les autorités finlandaises dans les années 1990 a conduit à une intervention significative. Les travailleurs sociaux, les psychologues et les médecins ont été impliqués pour évaluer la situation et fournir de l'aide. Les enfants ont été retirés des foyers incestueux et placés en famille d'accueil ou en institutions spécialisées, et des programmes de réhabilitation ont été mis en place pour aider les membres du clan à se réintégrer dans la société et à développer des relations saines. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu et que vous avez appris des informations intéressantes sur les différents cas d'inceste à travers l'histoire. De la famille Fritzl en Autriche à Toutankhamon et au pharaon d'Égypte, en passant par les Habsbourg et le clan Westermark en Finlande, ces histoires qui ont révélé les dynamiques complexes et souvent tragiques de la consanguinité. Maintenant, nous aimerions entendre vos opinions et réflexions. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. La consanguinité est-elle la principale cause des anomalies physiques et psychiques, voire des décès, chez les enfants issus de telles unions ? Quels autres facteurs pensez-vous pourraient jouer un rôle? Nous sommes impatients de lire vos réponses et de discuter avec vous de ce sujet crucial. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.